Garde à vous. Présentez un soldat de Saint-Maximin, mort pour la France. Bonjour, je suis Quentin Lefebvre, le président de l'association La Tranchée de Saint-Maximin. Je vais vous faire découvrir, suivez-moi. Alors, la vie dans les tranchées, bien sûr, euh, chacun à son poste, tous les hommes au créneau de tir en permanence, en observation. Il y a du temps de repos aussi. On tourne sur les postes, hein. On a beaucoup de travaux à faire, bien sûr, hein, avec les pelles individuelles, creuser les créneaux de tir, aménager, remplir des sacs de sable. Il y a énormément de travail à faire. Poser les fils de fer barbelés. Donc ici, nous avons le poste de commandement. Donc, bien sûr, il faut imaginer avec les logements pour les officiers, les lits, le bureau. Il y a beaucoup d'administratifs à faire comme pour les officiers. Je vais vous présenter quelques petits objets, des bocs. Donc au niveau des petits objets qui étaient emportés par les soldats, on va parler pour rester dans l'alimentation des sachets de vivres de réserve, des couverts réglementaires, ouvre-boîtes, couteaux. Ça c'était des couteaux personnels à l'époque. La majorité des hommes étaient paysans, ils avaient toujours un couteau dans la poche. On va avoir le quart. Alors, la ration de vin dans les tranchées, c'était quand c'était possible, quand il y en avait. On n'est pas du tout sur 1 litre de vin par jour comme on peut lire certaines fois, mais au contraire, c'est la soif vraiment qui est marquante, qui revient dans les témoignages, dans les écrits. Il n'y avait rien à boire et pour avoir de l'eau potable, il fallait la chercher, traverser les lignes, puiser dans des trous d'obus. Ils auraient été contents avec 1 litre de vin par jour. On va avoir tout ce qui est briquet de tranchées, allumettes, bien sûr, des pipes, paquets de tabac qui étaient fournis dans la ration réglementaire également. À cette époque-là, on commence à voir les cigarettes roulées qui apparaissent, les bastos, mais la pipe, ça reste quand même l'instrument du fumeur par excellence. Notamment parce que le fourneau cache la lumière, alors que la cigarette est quand même beaucoup plus visible. Bien sûr, nos combattants, ils vont écrire des lettres, hein, des petites cartes lettres. Ils vont avoir des porte-plumes, ils vont fabriquer aussi en artisanat de tranchée des ouvre-lettres, des coupes-papier, beaucoup de petits objets qui étaient faits. Bien souvent à l'arrière, hein, dans les tranchées, il y avait autre chose à faire que de l'artisanat de tranchée, mais sur certains secteurs calmes, par exemple, il y avait aussi du temps pour bricoler ça, avec de la récupération. Donc là, ici, c'est une ceinture d'obus, par exemple. Ici, une cartouche allemande, du laiton issu des douilles d'obus. On peut parler bien sûr de la lanterne Monjardé, hein, qui fait partie du pactage, une lanterne pliante, bien sûr, pour s'éclairer. On va avoir un petit peu de matériel d'hygiène. Alors, le miroir était réglementaire, mais tout le reste était d'achat personnel. Les coupe-choux, blaireaux, brosse à dents qui commence à se développer à l'époque, les peignes et la ration de savon. Au niveau du commandement, bien évidemment, on va utiliser des cartes, téléphone pour relier les postes de commandement entre eux. Bien souvent, les fils téléphoniques étaient coupés par les bombardements. On envoyait des agents de liaison des soldats qui étaient détachés et envoyés pour porter des messages, pour rétablir les communications entre les états-majors. On va avoir des manuels aussi
qui sont destinés à l'instruction. Enfin, j'aimerais vous parler de la médaille militaire et la croix de guerre qui apparaît en 1915 pour récompenser les soldats les militaires durant de leurs actions et faits d'armes. Enfin, nous avons la plaque d'immatriculation avec le bureau du corps et la ville de recrutement. Donc, je vais pouvoir vous présenter l'uniforme bleu horizon qui est apparu au printemps 1915 pour remplacer les uniformes gris fer bleuté, avec ici les couvre-pantalons qui étaient mis par-dessus les pantalons Garance de début de guerre pour en masquer la visibilité. On va avoir les boutons également en laiton qui est dépeint en noir. On va essayer de trouver un peu de camouflage, on va essayer de masquer la visibilité des uniformes. Notre homme a aussi son couvre-képi et bien sûr le mousqueton Berthier, modèle 1892. C'est une arme d'artillerie, de cavalerie qui fonctionne avec des clips de 3 cartouches. Je vais pouvoir également vous présenter le mortier Célérier que vous avez ici. Exemple typique de l'improvisation qu'on trouvait au printemps 1915. C'est un obus allemand de calibre 77 mm. En fait, on a trouvé que les douilles françaises de montagne de calibre 65 mm s'emboîtaient parfaitement dedans. Je vous présente le pétard raquette. Là aussi, une improvisation de 1915. Tout simplement un tube, une amorce. Ça, c'est le percuteur. Là, il est en position de transport. On le mettait là, on le claquait et on envoyait ça sur l'ennemi. Donc, je vais vous présenter également l'uniforme constitué du képi, de la capote au galon de sergent-major, du sabre. Alors, le sabre, bien sûr, n'est pas porté dans les tranchées. C'est un élément typique du début de la guerre. Mais dès que la guerre de tranchées a commencé, les sabres étaient rangés dans les cantines. On a un ceinture de plaque de sous-officier également. Le pantalon Garance a été remplacé par un pantalon velours à grosse côte. Et on a des bandes moltières qui équipaient aussi les sous-officiers. En termes d'armement, je suis équipé du revolver modèle 1892. Dit revolver d'ordonnance, c'est une arme qui équipe les sous-officiers et les officiers qui ont un rôle de commandement. Et bien sûr, il y avait des aumôniers de tranchées qui étaient présents aux côtés des soldats. La France était très catholique à l'époque, c'est la fille aînée de l'Église. Et on a des hommes d'église qui étaient présents parmi les troupes pour apporter un réconfort spirituel combattant.